Washington, D.C., le 29 septembre 1940. Vannevar Bush, les scientifiques le plus influents d'Amérique, directeur du Comité national de la recherche pour la défense, se pencha en avant, tandis que le physicien britannique plongeait la main dans une caisse en bois garnie de capocs. Autour de la table étaient assis les hommes qui allaient décider de l'effort technologique de guerre des États-Unis. Alfred Loomis, le millionnaire physicien dont le laboratoire privé à Tuxedo Park était devenu un centre de recherche officieux, ainsi que des représentants de Bell Labs, General Electric et de l'armée. On leur avait dit que les Britanniques apportaient quelque chose d'important. Ils n'avaient aucune idée de ce que cela allait être. Sir Henry Tizard sortit un cylindre de cuivre de la taille d'un palais de hockey percé de 8 trous sur son pourtour, muni d'ailettes de refroidissement et de 2 boucles d'antennes. L'objet paraissait presque rudimentaire, pesant à peine 1 kilo. Il le posa sur la table entre eux. « Voici un magnétron à cavité », dit Tizard. Il produit 10 000 watts de puissance micro-ondes à une longueur d'onde de 10 cm. Les Américains le fixèrent en stupéfait. Quelqu'un demanda de répéter les spécifications. Tizard le fit. 10 000 watts, 10 cm. Bush prit l'appareil dans ses mains et l'examina. Le meilleur magnétron américain développé après des années de travail produisait à peine 500 watts à une longueur d'onde d'1 mètre. Celui-ci, britannique, générait 20 fois plus de puissance à 1/10 de la longueur d'onde. Les implications le frappèrent par étapes. Des ondes plus courtes signifiaient des antennes plus petites. Des antennes plus petites, des radars embarqués sur avions, navires, véhicules. Plus de puissance, une détection à plus longue distance, une meilleure précision, la capacité de voir à travers les nuages et la nuit. « Depuis combien de temps avez-vous cela ?» demanda quelqu'un. « Nous avons présenté le premier modèle fonctionnel en février », répondit Tizard. 7 mois. 7 mois pendant lesquels la Grande-Bretagne avait développé cette technologie en combattant pour sa survie, et maintenant elle la livrait simplement. La réunion dura des heures. La délégation britannique menée par Tizard et le spécialiste du radar Eddie Bowen avait apporté bien plus qu'un magnétron, toute la documentation technique sur les moteurs à réaction conçus par Frank Whittle, des plans de fusées de proximité, des explosifs plastiques, des armes à roquettes, des systèmes de détection sous-marine, des procédés de protection contre les mines magnétiques et des recherches sur la défense chimique. Tout ce que la Grande-Bretagne avait appris durant la première année d'une guerre désespérée. Mais c'était le magnétron qui captivait toutes les attentions. Bush comprit immédiatement ce que cela signifiait. Loomis, dont le laboratoire travaillait déjà sur le radar, enchaîna les questions techniques. Quelle était la stabilité de fréquence? Quel était le taux de répétition des impulsions? Pouvait-on le produire en série? Les Britanniques répondirent à tout. Aucune rétention de secret, aucune condition. Ils avaient apporté 2 magnétrons. L'un d'eux avait été endommagé pendant le transport. Ils offraient un accès complet aux équipes de recherche de l'université de Birmingham, où l'appareil avait été développé. Ils partageraient tout: la fabrication, l'optimisation, l'intégration dans les systèmes radars. « Pourquoi ?» demanda enfin Loomis. « Pourquoi nous le donner? Pourquoi ne pas le garder? Parce que nous ne survivrons peut-être pas assez longtemps pour le développer pleinement, » répondit Tizard calmement. « Et parce que si nous tombons, cette technologie ne doit pas tomber avec nous. » Le silence s'installa. Ces scientifiques américains en sécurité à Washington, tandis que Londres brûlait sous le Blitz, comprirent aussitôt. La Grande-Bretagne livrait ses secrets les plus précieux, parce qu'elle risquait de ne plus exister dans 6 mois. Les barges d'invasion s'amassaient de l'autre côté de la Manche. La Luftwaffe bombardait les villes britanniques chaque nuit. Les convois étaient massacrés dans l'Atlantique. La Grande-Bretagne se battait seule et perdait. Mais ce n'était pas la seule raison, expliqua Tizard. Le pays n'avait pas la capacité industrielle pour produire en masse ces technologies tout en menant la guerre. Ses usines étaient bombardées, ses ressources épuisées. L'industrie américaine, protégée par 5000 km d'océan, pouvait fabriquer ses dispositifs en quantité, et ses laboratoires intacts et bien financés
pouvaient perfectionner la technologie plus vite. C'était un pari calculé, donner à l'Amérique les outils pour gagner la guerre, espérer qu'elle y entre à temps et prier pour que la Grande-Bretagne tienne jusque-là. Les Américains commencèrent à comprendre l'ampleur de ce qu'ils recevaient. Ce n'était pas un simple transfert technologique, c'était le pari de la survie de la Grande-Bretagne sur la puissance industrielle et scientifique américaine. Dans les jours qui suivirent, la délégation britannique visita des laboratoires à travers le pays. À Bell Labs, dans le New Jersey, ils démontrèrent le magnétron à des ingénieurs qui luttaient depuis des années avec le développement du radar. À General Electric, à Schenectady, ils partagèrent les techniques de fabrication. Au Naval Research Laboratory, ils expliquèrent les méthodes de détection sous-marine. À Wright Field, dans l'Ohio, ils discutèrent des applications aéronautiques. Partout où ils allaient, la réaction américaine suivait le même schéma. Un choc initial suivi d'une explosion de questions puis d'une ruée pour en comprendre les implications. Au laboratoire de Tuxedo Park d'Alfred Loomis, où il réunissait certains des meilleurs physiciens d'Amérique pour des sessions de recherche le week-end, la démonstration du magnétron se transforma en un séminaire improvisé qui dura jusqu'à 3 heures du matin. Des scientifiques qui travaillaient jusque-là sur des radars à ondes métriques virent soudain la possibilité de systèmes à ondes centimétriques capables de détecter un périscope de sous-marin, de cartographier le terrain depuis un avion ou de guider le tir anti-aérien avec une précision qu'ils jugeaient jusque-là impossible. Ernest Lawrence, futur lauréat du prix Nobel pour l'invention du cyclotron, examina le magnétron et vit immédiatement comment ces principes pouvaient être appliqués à la conception d'accélérateurs de particules. Luis Alvarez, jeune physicien, qui recevrait lui aussi un Nobel des années plus tard, se mit à esquisser des idées pour des systèmes de radars embarqués. Isidore Rabi, autre futur lauréat, commença à calculer comment optimiser l'appareil pour différentes fréquences. Les Britanniques avaient apporté leur présent aux personnes exactes qu'il fallait. Ce n'étaient pas de simples ingénieurs, mais certains des esprits scientifiques les plus créatifs du monde, soudainement dotés d'une technologie ouvrant des champs entiers de possibilités nouvelles. À MIT, où les Britanniques présentèrent le magnétron au début d'octobre, la réaction fut immédiate. En quelques semaines, des plans furent lancés pour créer un laboratoire dédié au développement du radar. On l'appellerait le Radiation Laboratory, un nom volontairement trompeur destiné à cacher le fait que les meilleurs physiciens américains allaient être concentrés en un seul lieu pour développer une technologie militaire fondée sur des secrets britanniques. Dès février 1941, le Rad Lab était opérationnel. En un an, il compterait 4000 employés et à la fin de la guerre, près de 17 000. Il produirait plus de la moitié des systèmes radars utilisés par les forces américaines. Le magnétron à cavité serait perfectionné, produit en masse et installé dans les avions-navires sous-marins et stations terrestres de tous les théâtres d'opération. Mais en septembre 1940, dans cette salle de conférence de Washington, les Américains en étaient encore à assimiler ce qu'on venait de leur confier. Certains comprirent immédiatement la portée stratégique de la découverte. D'autres eurent besoin de temps pour la mesurer. Quelques-uns restèrent sceptiques, se demandant s'il n'y avait pas un piège, un défaut caché dans la technologie que les Britanniques auraient omis de mentionner. Il n'y en avait aucun. Les Britanniques étaient simplement désespérés, et assez désespérés pour être généreux. Tizard lui-même était un choix fascinant pour diriger la mission. Âgé de 64 ans, ce chimiste physicien avait contribué au développement des instruments d'aviation pendant la Première Guerre mondiale. Dans les années 1930, il avait présidé le comité supervisant le développement du radar britannique, le même comité qui avait financé les recherches menant au magnétron à cavité. Il comprenait à la fois la science et la politique. Il savait parler aux officiers militaires comme aux responsables gouvernementaux. Il savait convaincre les Américains sceptiques que la Grande-Bretagne n'essayait pas de se débarrasser d'expériences ratées ou de technologies de second ordre. Et surtout, il savait expliquer que venir en aide à la Grande-Bretagne servait les intérêts même de l'Amérique, car la technologie que partageait le Royaume-Uni n'était pas seulement utile à la défense,
mais aussi à l'offensive. Un radar capable de voir à travers les nuages signifiait des bombardiers pouvant naviguer et frapper avec précision par tous les temps. Les fusées de proximité rendaient le tir anti-aérien efficace sans nécessité d'impact direct. Les moteurs à réaction promettaient des avions plus rapides. C'étaient des instruments pour gagner la guerre, pas seulement pour y survivre. Les Américains commencèrent à comprendre que la Grande-Bretagne ne demandait pas simplement de l'aide. Elle proposait un partenariat. Partagez notre technologie. Développez-la avec votre puissance industrielle. Ensemble, nous créerons les armes capables de vaincre l'Allemagne. Certains scientifiques américains qui examinèrent le magnétron ce mois de septembre-là dirent plus tard que c'était l'appareil le plus important jamais apporté en Amérique pendant toute la guerre. C'était peut-être une exagération, mais de peu. Le magnétron à cavité permit le développement du radar à micro-ondes, qui rendit possible la navigation et le bombardement aérien de nuit, et par mauvais temps. La lutte anti-sous-marine, capable de détecter périscopes et U-boot à la surface. Le contrôle d'interception au sol, guidant les chasseurs vers les bombardiers ennemis dans l'obscurité. Le tir naval à longue portée sur des cibles au-delà de la ligne de vue. Les systèmes de bombardement à l'aveugle, trouvant et frappant leurs objectifs, quelles que soient les conditions météorologiques. Et même la détection aéroportée précoce, repérant les raids ennemis encore loin au-dessus de la mer. Toutes ces capacités reposaient sur le radar à micro-ondes, lui-même rendu possible par le magnétron à cavité. Sans lui, la guerre aurait été plus longue, plus meurtrière, et peut-être aurait-elle eu une autre issue. Les Britanniques le savaient. C'est pourquoi ils étaient prêts à confier leur invention à une nation qui n'était même pas encore entrée en guerre. C'est pour cela que Tizard avait reçu l'autorisation de tout partager, de ne rien retenir, de faire confiance aux scientifiques américains et de croire qu'un jour, ils combattraient dans la même guerre que la Grande-Bretagne. Un acte extraordinaire de foi et de désespoir à parts égales. Lors de la réunion de Tuxedo Park, après les présentations officielles, Loomis prit Tizard à part. Loomis, 52 ans, ancien banquier devenu physicien, avait fait fortune à Wall Street avant de se consacrer à la science. Son laboratoire privé était devenu un point de rencontre pour les plus grands esprits. Il disposait des ressources pour financer la recherche et des relations pour faire avancer les projets. Il posa à Tizard la question qui le hantait depuis le matin. « Et si nous ne pouvons pas vous aider à temps? Et si la Grande-Bretagne tombe avant que nous mettions tout cela en production ?» La réponse de Tizard fut rapportée par plusieurs témoins. « Alors, au moins, la technologie survivra. Et celui qui combattra l'Allemagne, ensuite, l'aura. Cela en vaut le risque. » Les Américains dans la pièce comprirent ce qu'il voulait dire. La Grande-Bretagne pourrait perdre, l'invasion pourrait réussir. Londres pourrait tomber, mais le savoir, la capacité, le potentiel de riposte survivraient dans les laboratoires et les usines américaines. C'était une sorte de police d'assurance technologique payée avec les secrets les plus précieux du Royaume-Uni. Dans les semaines suivantes, tandis que la délégation britannique achevait sa tournée et rentrait au pays, les Américains se mirent à agir. Le Radiation Laboratory fut établi. Des contrats furent signés avec des fabricants. Des programmes de recherche furent lancés. Le magnétron à cavité entra en production. Dès 1942, les usines américaines produisaient des milliers de radars fondés sur la technologie britannique, perfectionnés par le génie américain et fabriqués grâce à la capacité industrielle des États-Unis. Et la Grande-Bretagne survécut. L'invasion n'eut jamais lieu. Le Blitz prit fin. La guerre continua. Et lorsque l'Amérique entra finalement en guerre en décembre 1941, elle y entra avec une technologie déjà produite en masse, déjà perfectionnée, déjà déployée. La mission Tizard avait réussi au-delà même de ses ambitions les plus optimistes. La technologie avait été transférée. Les Américains l'avaient améliorée. Le partenariat avait fonctionné, et le magnétron, ce petit cylindre de cuivre de la taille d'un pallet de hockey, était devenu le cœur des systèmes radars qui aidèrent à gagner la guerre dans les airs, sur les mers et finalement sur terre.
Mais en septembre 1940, rien de tout cela n'était encore certain. Dans cette salle de conférence de Washington, les Américains assimilaient encore ce qu'on venait de leur révéler. Certains pensaient déjà aux applications militaires, à l'intégration de la technologie dans les systèmes d'armes aux défis de production. D'autres restaient figés sur le fait même l'audace incroyable du Royaume-Uni, livrant sa technologie militaire la plus avancée à une nation neutre. Vannevar Bush, qui comprenait la stratégie globale, aussi bien qu'aucun autre scientifique américain, saisit le véritable dessein. La Grande-Bretagne était en train de faire de l'Amérique un partenaire que celle-ci le veuille ou non. En partageant cette technologie, en rendant les usines américaines essentielles à sa production, en impliquant les scientifiques américains dans son développement, la Grande-Bretagne liait les intérêts américains à sa propre survie. C'était brillant, c'était désespéré, c'était nécessaire. Et cela fonctionna. Les scientifiques présents dans cette pièce, ceux qui tinrent ce magnétron entre leurs mains, qui comprirent ce qu'il représentait, devinrent ses défenseurs. Ils plaidèrent pour la création du Radiation Laboratory, pour la production, pour l'intégration dans les systèmes militaires. Ils s'investirent dans la technologie et donc dans l'effort de guerre qui en dépendait. Plus tard, certains repenseraient à ce moment précis, le jour où les Britanniques ouvrirent de la caisse et leur montrèrent l'avenir de la guerre. Ils se rappelleraient leur stupeur, leur exaltation, leur prise de conscience soudaine, la guerre qu'ils observaient depuis l'autre rive de l'océan, allait bientôt devenir la leur, qu'ils le veuillent ou non. Car on ne peut pas accepter les secrets les plus précieux d'une nation, les exploiter, en tirer profit et ensuite rester à l'écart lorsque cette nation lutte pour sa survie. La mission Teasar avait créé non seulement un partenariat technologique, mais aussi une obligation morale. Les Britanniques le savaient. C'est pourquoi ils avaient envoyé Teasar, un scientifique et diplomate, plutôt qu'un officier. C'est pourquoi ils avaient apporté le magnétron lui-même, au lieu d'envoyer de simples plans. C'est pourquoi ils avaient fait la démonstration en personne, laissant les Américains le toucher, l'examiner, le comprendre. Ils ne transféraient pas seulement des données, ils créaient une relation humaine scientifique et stratégique. Et les Américains répondirent non pas encore par une intervention militaire, cela attendrait Pearl Harbor, mais par un engagement total envers la technologie, la recherche et la production. Au moment où l'Amérique entra en guerre, elle le fit avec des systèmes radars souvent plus avancés que ceux que la Grande-Bretagne elle-même utilisait. L'élève avait appris du maître puis l'avait dépassé exactement comme la Grande-Bretagne l'avait espéré. Le magnétron à cavité n'était pas la seule technologie décisive issue de la mission Teasar. Les plans de moteur à réaction allaient conduire au premier avion à réaction américain. La fusée de proximité révolutionnerait la guerre anti-aérienne et l'artillerie. Les formules d'explosifs plastiques serviraient dans des milliers d'opérations de démolition. Les méthodes de détection sous-marine contribueraient à renverser le cours de la bataille de l'Atlantique. Mais le magnétron était le symbole. C'était l'objet posé sur la table ce jour de septembre, le témoin matériel de tout ce que représentait la mission, l'innovation britannique, la production américaine, le but commun, le partenariat technologique, l'espoir désespéré. Lorsque Teasar rentra en Grande-Bretagne en octobre, il rapporta que la mission avait été un succès total. Les Américains avaient accueilli la technologie avec enthousiasme. Ils préparaient déjà la production. Ils comprenaient l'urgence. Ils poursuivraient ce que la Grande-Bretagne avait commencé. Ce qu'ils ne pouvaient pas encore savoir, c'est qu'ils venaient de lancer la collaboration technologique qui définirait l'effort de guerre allié. Le Radiation Laboratory deviendrait un modèle pour d'autres centres de recherche. Les relations nouées durant la mission perdureraient pendant toute la guerre et au-delà. La confiance établie dans ces réunions rendrait possible d'autres transferts de technologies, d'autres coopérations, d'autres avancées partagées. Les scientifiques présents dans cette salle de conférence de Washington allaient ensuite diriger des programmes de recherche, conseiller les commandants militaires, concevoir de nouvelles armes et contribuer à la victoire. Beaucoup déclareraient plus tard que la mission Teasar fut le moment où ils comprirent
que la science déterminerait l'issue de la guerre autant que le courage ou la stratégie. Ils avaient vu l'avenir de la guerre sous la forme d'un cylindre de cuivre percé de 8 trous et muni d'ailettes de refroidissement. Ils l'avaient tenu dans leurs mains, ils avaient compris ce qu'ils pouvaient faire et s'étaient engagés à le rendre réel, à le produire en masse, à le déployer efficacement, à s'en servir pour gagner. Voilà ce que dirent les Américains lorsque la Grande-Bretagne leur remit la technologie qui allait changer le cours de la guerre. Oui, nous allons développer cela. Nous comprenons ce que vous nous donnez et pourquoi. Nous allons en faire une réussite. Et ils l'ont fait. Le magnétron à cavité entra en production en 1941. Dès 1942, il fut installé dans les avions-navires et stations terrestres. En 1943, le radar à micro-ondes devint un équipement standard dans toute l'armée américaine. En 1934, il aidait à guider les bombardiers qui détruisaient de la capacité industrielle de l'Allemagne, les navires qui remportaient la bataille de l'Atlantique et les chasseurs qui assuraient la supériorité aérienne sur l'Europe. La technologie que la Grande-Bretagne avait accepté de donner, les secrets qu'elle avait été assez désespérée pour partager, avaient été multipliés par 100 par l'industrie américaine, puis rendus à la guerre sous une forme plus puissante encore. Innovation britannique, production américaine, victoire commune. Tel était le marché que Tizard proposa en septembre 1940. Tel fut le marché que les Américains acceptèrent. Tel fut le partenariat qui aida à gagner la guerre. Et tout commença par un cylindre de cuivre posé sur une table de conférence à Washington, des scientifiques américains le contemplant avec incrédulité, des physiciens britanniques expliquant son fonctionnement, et tous comprenant qu'ils étaient en train d'assister à un moment historique, celui où la Grande-Bretagne confiait à l'Amérique ses secrets les plus précieux, celui où l'Amérique acceptait la responsabilité que cela impliquait, celui où naissait le partenariat technologique qui allait contribuer à vaincre l'Allemagne nazie. Que diront alors les scientifiques américains? Cela change tout. Nous pouvons construire à partir de cela. Nous comprenons ce que vous nous donnez et ce que cela signifie. Oui. Et à Tandem et Métaï, ils se mirent au travail.